Autoportrait. Francisco de Goya y Lucientes. Premier autoportrait connu du peintre, qu'il aurait réalisé aux alentours de 1775, peu après être arrivé à Madrid, suite à l'appel de Mingues, afin de travailler en tant que dessinateur pour la fabrique royale de tapis de Santa Barbara. Pour son exécution, il s'est inspiré d'un autoportrait de Mingues de 1773 environ. Goya avait alors autour de 29 ans et a peint cette œuvre pour s'affirmer en tant qu'artiste au début de sa carrière à la cour. Il se représenta avec un réalisme absolu et une pose prétentieuse et désinvolte, sa longue chevelure noire tombant sur ses épaules et sa casaque d'hiver marron. La lumière met en valeur ses traits et l'expressivité de ses yeux et de ses lèvres. Le portrait est exécuté avec beaucoup de maîtrise et de soin, la peinture étant appliquée de façon étirée, comme chez Mingues. Goya montrait déjà des qualités splendides pour le portrait. Avec ou sans raison. Eau-forte, gouache, pointe sèche et brunisseur. Cette scène se réfère aux affrontements entre les Madrilènes et les troupes françaises le 2 mai 1808. Face à la vacance du pouvoir institutionnel et à l'absence du roi Ferdinand VII, qui était à Bayonne, convoqué par Napoléon, le peuple madrilène s'est levé, avec raison, contre les occupants français, qui étaient en Espagne sans raison. Deux patriotes armés d'une pique et d'un couteau attaquent violemment des soldats français, en uniforme et équipés, semblables à ceux que Goya avait peints dans le tableau du 3 mai 1808 à Madrid. L'héroïsme et la haine des patriotes contrastent avec l'anonymat des soldats français, comme une machine à tuer, déchaînée avec ou sans raison. On peut faire une autre lecture de ces images. Peu importe qui a raison, la guerre est le triomphe de la barbarie. Elles disent oui et tendent la main au premier qui passe. Un homme, vieux et laid, conduit à l'hôtel une belle jeune fille par la main pour l'épouser. Les parents de la mariée et d'autres membres de la famille les suivent. Leur visage grotesque montre la satisfaction que leur procure ce mariage de convenance sur le point d'être célébré. Personne ne s'y trompe, et surtout pas la jeune fille, qui agit avec une hypocrisie totale, symbolisée par le masque. Au-dessus d'eux, un personnage dont le sourire moqueur permet de comprendre le stratagème ourdi pour duper le vieux et riche mari. Le peuple, idiot, assiste avec plaisir à la célébration du mariage. Francisco de Goya y Lucientes, peintre. Autoportrait de Goya ouvrant la série, destiné à lui permettre d'être identifié comme auteur d'une œuvre graphique, fruit de l'imagination de l'artiste et de l'esprit critique des Lumières. Il avait 52 ans et avait atteint la plénitude artistique. Il s'est représenté de profil, avec un air sérieux et un port élégant, à la dernière mode. Il porte une redingote d'hiver avec de grands rabats, une petite cravate au cou et un haut de forme voyant sur la tête. L'amour et la mort. Dans une ambiance nocturne, une femme soutient le corps moribond de son jeune amant, lequel vient de se battre en duel pour son amour. Voilà à quoi conduisent les amours illicites. Le commentaire de la Bibliothèque nationale dit « Des amours illicites, on n'obtient rien de plus que bruit et dispute. » La même chose. Comme dans la scène précédente, la lutte acharnée entre paysans et soldats pourrait correspondre aux affrontements du 2 mai 1808 à Madrid. Il s'agit de civils qui achèvent les soldats français à coups de hache et les attaquent avec des couteaux, dans une lutte féroce au corps à corps. C'est la même barbarie, les mêmes visages déformés, rendus fous, pleins de colère et de haine que nous verrons dans le tableau du 3 mai 1808 à Madrid, que Goya a peint, où un poignard est planté à plusieurs reprises dans la poitrine du mamelouk qui chute de son cheval au centre de la composition. La vérité est morte. La signification politique que Goya a voulu donner au dernier dessin de la série est évidente. Une défense du libéralisme et une critique de l'absolutisme de Ferdinand VII et des privilèges d'État, de la noblesse comme du clergé. La scène doit clairement être lue de manière politique. Une jeune femme, vêtue de blanc et resplendissante de lumière, les seins nus, gît morte sur le sol. C'est la vérité. Et elle représente aussi une allégorie à la Constitution de 1812, car elle est couronnée de lauriers. Dans une atmosphère nocturne lugubre, des moines et des ecclésiastiques, menés par un évêque, se disposent à l'enterrer
avec des houes et des pelles. Ils sont satisfaits de donner une sépulture à une dame si dangereuse qui, durant la validité de la Constitution de Cadix, avait mis fin à leurs privilèges de classe et promulgué une expropriation des biens du clergé. Contrastant avec ces hommes, figure à droite une jeune fille assise, inconsolable, en larmes après la mort de la vérité, et qui porte une balance. Elle représente la justice muselée et manipulée par l'absolutisme. Le célèbre américain Mariano Ceballos. Le protagoniste, Mariano Ceballos, dit l'Indien, est devenu très populaire en Espagne, grâce à sa physionomie exotique et à son talent. Il occupe le centre de la composition. Ceballos monte un taureau sellé pour son domptage. Il utilisera la pique qu'il garde pour tuer l'autre taureau de l'estampe, qui s'oppose dans la scène dans un raccourci complexe. Le contraste du blanc et du noir dans les silhouettes des têtes de bétail et les vêtements de l'Américain confère à l'image une grande énergie plastique. Au fond, Goya, passé maître dans l'art de capter attitudes et profils, représente les amateurs du premier rang et ceux qui s'assoient sur le marchepied. Le sommeil de la raison produit des monstres. L'estampe fut initialement conçue par Goya pour être la couverture de la collection dans la première idée de l'auteur. Plus tard, c'est l'autoportrait de l'auteur avec son haut de forme qui fut choisi pour débuter la série. C'est Goya lui-même qui est représenté, endormi sur une table de travail sur laquelle apparaissent des crayons et du papier à dessiner. Une bande d'oiseaux nocturnes, chauves-souris, chouettes et hiboux viennent se poser sur lui comme dans un cauchemar, alors qu'un félin hiératique, mélange de lynx et de chat, scrute la scène, les yeux fixes. Goya a voulu exprimer que quand la raison s'endort, les visions fantasmagoriques, les hallucinations d'êtres monstrueux sortis de l'obscurité apparaissent. Goya réaffirme sa confiance en la raison et en la lumière qui repousseront l'ignorance, les superstitions et les erreurs pour faire le bonheur des hommes. Ni pour celle-là. Dans la même ligne que dans les Desastres précédents, Goya aborde la violence envers les femmes, une part de la société qui a beaucoup souffert durant la guerre d'indépendance. Un soldat français tire violemment une femme par les bras pour la tirer vers lui et la violer. C'est une composition diagonale et lumineuse qui renforce la sensation de tension. La violence est exercée sur une mère dont l'enfant est abandonné à même le sol. Un autre Français tient par la ceinture une jeune fille qui implore sa pitié, en vain. Les humiliations ont lieu dans l'obscurité. Goya nous montre le côté le plus sordide et le plus bestial de l'homme. Il n'y a aucune pitié. On n'a plus le temps. Goya recrée les dommages collatéraux de la guerre. Les personnages sont des mamelouks qui attaquent des paysans espagnols à côté d'un bâtiment en ruine, qui renforce la tension avec un traitement en clair-obscur. L'officier mamelouk, au premier plan, semble prévenir ses soldats qui n'ont pas le temps de se livrer au viol qu'ils prévoyaient de commettre, car les troupes ennemies approchent, et qu'il faut fuir avant de tomber entre leurs mains. Les regards des femmes ne pourraient pas exprimer plus de douleur. Le côté le plus animal de l'homme apparaît dans de telles situations. Portrait de Félix de Azara. Francisco de Goya y Lucientes. Portrait de Félix de Azara, militaire et naturaliste célèbre, 1742-1821, c'est l'un des meilleurs portraits issus du pinceau de Goya, de par sa maîtrise et sa palette chromatique spectaculaire. Azara, ingénieur militaire, frère du diplomate et intellectuel José Nicolás de Azara, est resté 21 ans dans les zones correspondant à l'Uruguay et au Paraguay actuels, et a réalisé la première étude de la faune et de la flore de ces terres d'Amérique du Sud, qui faisaient partie de l'empire colonial espagnol. Ces travaux scientifiques, développés avec la méthode empirique, ont été publiés durant les premières années du XIXe siècle à Madrid et à Paris. Dans ceux-ci, il corrigea les classifications de Buffon et prit un demi-siècle d'avance en réalisant les observations qui allaient permettre à Darwin d'élaborer ses théories sur l'origine des espèces. Le portrait fut réalisé par Goya en 1805, alors qu'Azara était brigadier de la flotte et membre de l'Assemblée de fortification et de défense des Indes. Goya le situe dans un cabinet d'études, au fond duquel se trouvent des étagères pleines d'oiseaux colorés et de quadrupèdes naturalisés, représentés à coups de pinceau amples et relâchés. Son visage est magnifiquement modelé, et il porte l'uniforme de brigadier,
avec une casaque noire et une culotte jaune vif. Sa main droite tient un billet avec le nom de la personne représentée, la signature de Goya et la date de 1805. Le bicorne et 3 livres qui se réfèrent aux publications de ses études scientifiques sont placés sur la table. Que la corde se casse. Dans cette scène, Goya représentait un dignitaire ecclésiastique, évêque ou cardinal, sur la corde raide, sur le point de rompre, alors que la foule observe le spectacle en attendant son dénouement. Si l'on compare la gravure avec le dessin préparatoire, on remarque que Goya s'est auto-censuré dans sa critique anticléricale et n'a pas voulu être aussi explicite. En effet, dans le dessin, il avait représenté le pape Pie VII lui-même avec une tiare et des gants. La critique de l'Église est évidente, pour son appui idéologique à la restauration absolutiste de Ferdinand en Espagne et dans d'autres pays européens après les guerres napoléoniennes. Triste pressentiment de ce qui doit arriver. Eau-forte et burin. La première gravure des Desastres, que Goya a sans doute exécutée durant la dernière étape de réalisation de la série, vers 1814-1815, quand il grava les Caprichos Empháticos, est frappante, comme un coup qui heurte la sensibilité du spectateur. Dans une ambiance ténébreuse, un homme à genoux, les bras écartés en signe de désespoir, regarde vers le ciel et semble se demander « Pourquoi un tel désastre s'approche-t-il de l'Espagne et des Espagnols ?» Le personnage, dans son attitude, anticipe dans un sens laïque la version religieuse du Christ de la prière sur le mont des Oliviers. Petit tableau que Goya offrira en 1819 aux piaristes du collège San Antón de Madrid.